Soit tu deviens une top, tu enregistres ton patron, soit tu restes ici. L'objectif, c'est plus de gagner des parts de marché, c'est de détruire l'adversaire ou de le mettre sous tutelle. 86% des transactions SWIFT passent en dollars. Si on vous coupe du dollar, vous êtes coupé du commerce mondial. L'espionnage industriel, le vol des données. Il y a la technologie, rendre l'autre dépendant de vos puces, de vos logiciels, de votre cloud. Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, fille du fondateur, est arrêtée à Vancouver. Et Angela Merkel, les documents Snowden ont montré qu'il s'infiltrait même chez Huawei. Bon, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire commence un dimanche, le 14 avril 2013. Un cadre français, il s'appelle Frédéric Perucci, travaille chez Alstom. Il arrive à l'aéroport JFK à New York. Voyage d'affaires, rien de particulier. Et là, 5 agents du FBI l'attendent à la sortie de l'avion. On l'embarque, on le met dans une prison de haute sécurité et le procureur lui dit « Voilà, soit tu deviens une top, tu enregistres ton patron, soit tu restes ici. » Il refuse. 14 mois plus tard, Alstom est vendu aux Américains. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ce n'est pas du complotisme, c'est des faits, c'est documenté. Bienvenue dans ce premier épisode qui sera une introduction à la guerre économique. Alors, la guerre économique, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que souvent les gens confondent avec la concurrence. La concurrence, c'est normal. Une entreprise fait mieux que l'autre et elle gagne des marchés. Ça, c'est le jeu normal de l'économie. La guerre économique, c'est autre chose. C'est quand les États s'en mêlent, quand ils interviennent pour éliminer un concurrent. Bon, quand on parle d'un concurrent, c'est généralement un concurrent étranger, pour lui prendre sa technologie ou pour le rendre dépendant. Christian Arbulot, qui a fondé l'école de guerre économique à Paris, il le dit très bien. La guerre économique, ça commence là où la concurrence s'arrête. L'objectif, c'est plus de gagner des parts de marché, c'est de détruire l'adversaire ou de le mettre sous tutelle. Et pour ça, il y a des armes. Plusieurs armes. Il y a le droit. On utilise ses propres lois pour taper sur les entreprises des autres. Les Américains, ils sont très forts là-dessus. Il y a les normes. On impose ses standards techniques, environnementaux, et celui qui fixe les règles, évidemment, il avantage ses propres entreprises. Il y a la finance. Aujourd'hui, 86% des transactions SWIFT passent en dollars. Si on vous coupe du dollar, vous êtes coupé du commerce mondial. C'est aussi simple que ça. Il y a le renseignement. L'espionnage industriel, le vol des données. Il y a la technologie, rendre l'autre dépendant de vos puces, de vos logiciels, de votre cloud. Et puis, il y a l'information, les campagnes de dénigrement, le lobbying, la manipulation de l'opinion. Revenons à Alstom, parce que c'est vraiment le cas d'école. Le mécanisme qu'ont utilisé les Américains, ça s'appelle le lawfare. C'est la contraction de law, le droit, et warfare, la guerre. La guerre par le droit. Et le principe, il est simple. L'extraterritorialité. En gros, la justice américaine, elle considère qu'elle peut juger n'importe quelle entreprise dans le monde du moment qu'il y a un lien avec les États-Unis. Ce lien, ça peut être quoi? Bon, vous avez fait une transaction en dollars. Ça passe par une banque à New York, c'est suffisant. Vous utilisez Gmail pour vos emails professionnels, c'est suffisant. Vous avez un composant américain dans votre produit, c'est suffisant. Une fois ce lien établi, ils appliqueront leurs lois, notamment le FCPA, leur loi anticorruption. Donc, Alstom, c'était quoi? Alstom, un fleuron français, le leader mondial des turbines pour centrales électriques, constructeur du TGV, une entreprise stratégique pour la France. En 2010, le département de la justice américaine ouvre une enquête sur des histoires de pots de vin en Indonésie. C'était condamnable, oui, mais c'était courant dans le secteur à l'époque. Avril 2013, Perucci est arrêté. On lui refuse la liberté sous caution. Il se retrouve en prison de haute sécurité. Et puis, avril 2014, Perucci, depuis sa cellule, il apprend par CNN, pas par son entreprise, que General Electric est en train de négocier le rachat d'Alstom. Juin 2014, on le libère sous caution, la même semaine où le gouvernement français valide la vente. Décembre 2014,
Alstom plaide coupable. Amende de 772 millions de dollars, record du FCPA à l'époque. Et la vente à General Electric est bouclée pour 12,4 milliards d'euros. Mais le vrai sujet, c'est pas l'amende, c'est ce que les Américains ont récupéré. En rachetant Alstom Energy, malgré Alstom, ils ont mis la main sur les turbines Arabelle. Ces turbines, elles équipent 100% des centrales nucléaires françaises. Mais surtout, c'est là que ça devient grave, elle équipe le porte-avions Charles de Gaulle et les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les piliers de la dissuasion nucléaire française. Donc la France, puissance nucléaire, s'est retrouvée dépendante d'une entreprise américaine pour la maintenance de ses sous-marins. Si demain il y a un désaccord avec les Américains, ils coupent les pièces de rechange et le porte-avions reste à quai. Ça, c'est une perte de souveraineté majeure, obtenue sans un coup de feu, juste avec le droit. Maintenant, il y a un autre cas intéressant, Huawei, parce que là, c'est différent. Décembre 2018, Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, fille du fondateur, est arrêtée à Vancouver. Les Américains l'accusent d'avoir contourné les sanctions contre l'Iran. 9 jours après, la Chine arrête 2 Canadiens. Mai 2019, Trump met Huawei sur la liste noire. Google coupe Android. Intel et Qualcomm arrêtent les livraisons de puces. Du jour au lendemain, Huawei est coupé de tout l'écosystème américain. Les revenus s'effondrent, moins de 29% en 2021. Pourquoi cet acharnement? Officiellement, c'est la peur de l'espionnage via la 5G. Mais bon, soyons honnêtes, la vraie raison, c'est que Huawei était en train de gagner. En 2020, ils avaient 30% du marché mondial des télécoms. Premier fabricant de smartphones au monde, devant Apple, devant Samsung. Huawei n'a pas été attaqué parce qu'il trichait, il a été attaqué parce qu'il gagnait. Mais voilà ce qui est intéressant, la suite. Septembre 2021, Meng Wanzhou est libéré, sans amende, sans reconnaissance de culpabilité. Les 2 Canadiens sont relâchés en même temps. Et puis, août 2023, Huawei sort le Mate 60 Pro, avec une puce chinoise fabriquée en Chine en 7 nanomètres, la plus avancée jamais produite par une fonderie chinoise. Octobre 2024, il lance HarmonyOS, un système d'exploitation qui n'a plus rien à voir avec Android. L'écosystème chinois devient autonome. Résultat 2024, les revenus remontent de 22%. Ils reviennent quasiment au niveau de 2020. La leçon, elle est claire. Les sanctions américaines, au lieu de détruire Huawei, ont accéléré l'indépendance technologique chinoise. La différence avec Alstom, la France a cédé, la Chine a résisté. On va dire un mot sur l'espionnage industriel parce que c'est important, hein. Si vous avez quelque chose de valeur, quelqu'un essaie de vous le prendre. C'est comme ça. Le directeur du FBI parle de l'espionnage chinois comme l'un des plus grands transferts de richesse de l'histoire. Les estimations, c'est entre 225 et 600 milliards de dollars de pertes par an. Un exemple, entre 2007 et 2009, des hackers chinois ont exfiltré 50 téraoctets de données sur le F-35 et le C-17 américain. Résultat, le chasseur chinois G-35 ressemble beaucoup au F-35. Des années de recherche économisées. Mais attention, hein, tout le monde espionne tout le monde. La NSA a espionné Petrobras, compagnie pétrolière publique brésilienne. Elle a espionné Angela Merkel. Les documents Snowden ont montré qu'ils s'infiltraient même chez Huawei. Donc voilà, les entreprises sont en première ligne. Elles ont les brevets, les données, et souvent, elles sont moins protégées qu'un site militaire. Et puis, il y a les nouvelles armes, les normes et les données. L'Europe, elle utilise beaucoup la norme. Le CBAM, par exemple, le mécanisme carbone aux frontières, on taxe les importations selon leur empreinte carbone. Officiellement, c'est pour l'environnement. Officieusement, c'est pour protéger l'industrie européenne. Et les données, c'est devenu crucial. Le Cloud Act américain de 2018 permet aux autorités des États-Unis, sur mandat d'un juge, d'exiger l'accès aux données détenues par Microsoft, Amazon ou Google, même si les serveurs sont situés à l'étranger. Autrement dit, dès qu'un acteur dépend du droit américain, la localisation physique de data centers ne protège plus vraiment. Pour les États et les entreprises, cela pose une question de souveraineté. Qui contrôle réellement les données stratégiques? Le pays où sont les serveurs ou la puissance qui écrit la loi applicable aux fournisseurs du cloud? Bon, pour conclure, la guerre économique, c'est une réalité. Elle se fait par le droit, par les normes, par les données, par la technologie. S'y préparer, ça ne veut pas dire se fermer au monde. Ça veut dire y entrer les yeux ouverts. Comprendre que le partenaire d'aujourd'hui peut être le
prédateurs de demain. Mesdames et messieurs, portez-vous bien, prenez soin l'un de l'autre et à très bientôt les amis.